l'invité de la matinale. KTO Radio. La centaine d'évêques membres de la Conférence des évêques de France sont réunis à Lourdes jusqu'à dimanche pour l'assemblée plénière d'automne, des temps de prière pour l'Église et 4 grands thèmes majeurs sur la table des évêques. On va les détailler. Plusieurs figures catholiques et œcuméniques sont aussi invitées. On fait le point sur cette nouvelle assemblée plénière avec la directrice des antennes de KTO, Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Vous êtes bien arrivée à Lourdes ? Oui, tout va bien, merci. Alors, cette assemblée plénière d'automne débute, une fois n'est pas coutume, par l'intervention à 9 heures ce matin du primat de l'église gréco-catholique ukrainienne, l'archevêque major de Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Quel est le sens de sa présence ? Il est déjà venu en France, monseigneur Shevchuk, c'était en mai 2015. Alors, c'était pas encore le déclenchement de l'offensive russe de 2022, mais c'était déjà la guerre du Donbass. Après l'annexion de la Crimée, il était venu alerter sur le danger d'extension du conflit et appeler l'Occident à l'aide. Il estimait alors que la crise ukrainienne était un défi lancé à la communauté internationale et il dénonçait une catastrophe humanitaire. Désormais, aujourd'hui, on s'approche des 1000 jours de guerre en Ukraine et l'archevêque majeur de l'église gréco-catholique ukrainienne est devenu une figure de la résistance spirituelle, une voix qui porte bien au-delà des frontières. Alors, il est en France. C'est une visite officielle. Il a rencontré le président Macron, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Et maintenant, les évêques, ce matin. Il faut savoir quand même que l'Église de France a manifesté une très grande solidarité avec les Ukrainiens. Les réseaux catholiques, dans un premier temps, vous vous en souvenez, avaient contribué à l'accueil des réfugiés. Et puis, il y a les réseaux de solidarité sur place, notamment à travers l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient et d'autres. Il y a un soutien spirituel indéfectible dans la prière pour la paix. Il y a de nombreuses initiatives dans tous les diocèses de France. Puis, on peut noter aussi que le président de la Conférence épiscopale française, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, était allé en Ukraine en septembre 2022. Alors, aujourd'hui, l'archevêque de Kiev, il vient porter un message d'espérance malgré tout. Il dit que l'Ukraine est fatiguée mais pas vaincue, qu'elle est blessée mais résiliente et qu'elle est devenue assez attractive finalement parce que c'est l'instance qui chérit les gens, qui s'occupe d'eux, qui guérit les blessures. C'est un temps de grande souffrance évidemment, mais aussi de grande conversion. Il va y avoir un temps d'échange autour de tout cela avec tous les évêques français ce matin. Et puis, monseigneur Shevchuk va célébrer la messe à 11h45 à la basilique du Rosaire avec tous les évêques français et leurs invités. Vous savez, ici, les évêques célèbrent tous les jours, ensemble, à la mi-journée. Et c'est un signe fort que la première messe de leur rassemblement d'automne soit présidée par l'archevêque gréco-catholique de Kiev. C'est une manière de manifester la communion universelle de l'Église. Et le thème central de cette assemblée, auquel les évêques consacreront plusieurs séances de travail, c'est la mission. Alors pourquoi ? Alors, c'est un travail au long cours, hein. Depuis novembre de l'année dernière, vous savez, les évêques se réunissent 2 fois par an, en novembre et au printemps. Et après plusieurs années à traiter des sujets spécifiques, ils ont exprimé le désir de revenir au fond, au cœur de la raison d'être de l'Église, qui est d'annoncer l'Évangile. Alors, l'année dernière, il y avait eu une table ronde théologique pour introduire ce sujet et sur le thème comment annoncer l'Évangile dans un monde sécularisé à des personnes à qui le nom de Dieu aujourd'hui ne dit rien. Un monde plurireligieux où il faut essayer de voir finalement comment réinventer la mission parce qu'on n'est plus du tout dans un contexte chrétien. Alors c'est un travail très large qui dure sur plusieurs assemblées, mieux déterminer les différentes dimensions de l'annonce de l'évangile, mieux cerner les besoins dans ce contexte qui peut être d'indifférence mais qui peut aussi être de refus parfois. Et puis en même temps un contexte où on le voit, on en a beaucoup parlé au printemps, le nombre de catéchumènes et de recommençants grandit. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner cette préparation au sacrement de l'initiation? Comment est-ce qu'on peut accueillir ceux qui arrivent dans l'Église? Et donc, il va y avoir encore des suites de ce travail. En mars prochain, ils vont travailler spécifiquement sur le ministère ordonné des diacres, les lecteurs, les acolytes et les catéchistes. Vous savez, ces ministères institués dont on a beaucoup parlé, mais aussi sur la formation des prêtres, par exemple. Voilà, c'est un travail qui revient au cœur de la raison d'être de l'Église, annoncer l'Évangile au monde. Alors, il y a évidemment beaucoup de portes d'entrée dans ce sujet, ce qui justifie qu'il y ait beaucoup de séances de travail.
Mmh. On a évoqué, la présence de l'archevêque majeur de Kiev, mais il y a d'autres invités également, notamment le pasteur Krieger ou encore le métropolite Dimitrios doivent également, prendre la parole cet après-midi. Pourquoi, ces invitations œcuméniques? Ce désir justement de réfléchir à plusieurs, donc les évêques ont souhaité cet élargissement avec les représentants de la Fédération protestante de France et puis, du monde, orthodoxe à travers, le métropolite grec orthodoxe. C'est une tradition d'abord leur présence, hein. Il faut souligner qu'il y a toujours, des observateurs, D'accord, ouais. venus des autres églises, mais il n'est pas si fréquent qu'ils s'expriment au cours d'une séance dédiée. Alors, évidemment, eh bien, il y a le pasteur réformé venu d'Alsace, passionné par la Bible, mais aussi, par exemple, par le rôle de l'art et de la musique liturgique. Il y a le métropolite grec-orthodoxe qui est né à Thessalonique, en Grèce, et qui a longtemps été en mission à Marseille dans un contexte hyper multiculturel. C'est donc intéressant pour les évêques de croiser ces regards. D'autres interventions, d'évêques sont attendues, notamment africains. Je pense au cardinal Ambongo, mercredi. Qu'est-ce qui explique également, leur présence? Bah, le cardinal Ambongo, c'est la voix forte de l'Église en Afrique aujourd'hui. Il est le président du SHEAM, le symposium des églises d'Afrique et de Madagascar. Il est membre du Conseil du Pape. Il est maintenant aussi membre du Conseil du Synode. Et puis, il y a le cardinal Kambanda qui va être là. C'est l'archevêque de Kigali au Rwanda. Il y a aussi Monseigneur Gabriel Sayaogo, l'évêque de Kupela au Burkina Faso. C'est toujours cette volonté de réfléchir avec d'autres, Mmh. entendre leurs approches dans des contextes assez différents. Il y a peut-être une petite question d'opportunité, puisque tous ceux que je viens de citer, ils participaient au synode à Rome, donc ils n'étaient pas très loin en fait. Mais plus fondamentalement que ça, il y a ce désir de penser aussi les relations dans la mission entre les églises. Il y a des prêtres missionnaires venus d'Afrique chez nous. Et puis en même temps, il y a un lien historique avec ces églises qui n'est pas toujours simple, parce que le lien historique avec les anciennes puissances coloniales, il n'est pas simple au plan politique et de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la manière dont ces églises d'Afrique vivent aujourd'hui la mission d'annoncer l'évangile dans des contextes tout à fait différents des nôtres, avec des églises en croissance, mais aussi avec des défis? Là encore, les évêques ont souhaité élargir leur regard. Philippine, l'Église sort d'un mois de réflexion sur son avenir, concluant ainsi sa transformation synodale entamée en 2021. Le pape a invité toutes les églises du monde à s'emparer des résultats de ses travaux. C'est ce que va faire la CEF également? Alors oui et non. Ah, Techniquement, si on dit, quel sera le temps consacré, lors de cette assemblée au retour sur le synode, bah, c'est une séquence très, très courte, hein, 1 heure sur la semaine. C'est vraiment très, très ouais. court. C'est mercredi matin que l'assemblée entendra le retour d'expérience de cette délégation française. Vous savez, il y avait plusieurs Français qui participaient au synode, mais ceux qui étaient envoyés par la conférence des évêques, c'était le cardinal Aveline et puis, monseigneur Mathieu Rouget, Benoît Bertrand, Jean-Marc Echen, Alexandre Joly et puis Anne Ferrand, consacrée du diocèse de Rodez. 1 heure, c'est pas grand-chose, hein. Non. C'est 1 heure pour revenir sur ces 4 semaines de conversation dans l'esprit, discuter de ce document final, approuvé par le pape après sa publication le 26 octobre. Et en même temps, Maxence, la vérité, c'est que la question du synode, c'est pas tant le retour sur l'événement synodal que le principe même de la conversion synodale de l'Église. Et la conversion synodale, c'est quoi? C'est comment est-ce que on marche ensemble, clercs, laïcs, religieux, religieuses, pour porter ensemble l'annonce de l'évangile au monde. Donc, au fond, avec toutes ces séances sur la mission, c'est bien de la même chose dont il sera question. Mmh. Un autre sujet également, Philippine, le 10 septembre dernier, la Conférence des évêques de France a annoncé la création d'un dispositif d'écoute et d'orientation destiné aux adultes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église. Dispositif présenté normalement cette semaine. Que peut-on en attendre? Oui, ça avait été annoncé en mars dernier. Ils avaient acté le principe de ce dispositif d'écoute et d'orientation. Il devrait être proposé à cette session de novembre. C'est ce qu'on a appris il y a quelques semaines. L'idée, c'est d'accompagner les victimes soit vers la justice civile lorsqu'il y a lieu, soit, ou lorsque c'est possible, soit vers le tribunal canonique interne de l'Église, soit vers un processus de justice restaurative. C'est un sujet très difficile, parce que vous comprenez bien que la question du consentement ne se pose pas de la même manière quand il s'agit d'un mineur, où là, il n'y a simplement pas de question, ou quand il s'agit d'un majeur. Et souvent, la justice civile, elle a des grandes difficultés à trancher, notamment quand on parle d'abus de pouvoir ou d'abus spirituels. Donc la question, c'est pas comment est-ce que les évêques vont se substituer à la
la justice civile pour rendre une autre justice, mais comment est-ce qu'ils peuvent accompagner la souffrance des personnes victimes et leur venir en aide? Sur le même principe que l'INIR, par exemple, pour les mineurs? Écoutez, c'est ce qu'on va voir. On ne connaît pas Mmh. encore le détail du système qui va être proposé, mais ça ne peut pas se jouer exactement de la même manière, encore une fois, parce que les cas sont beaucoup plus complexes. L'Église ne peut pas se substituer à la justice civile. Il y a bien des cas où la justice civile ne peut pas trancher pour diverses raisons. L'essentiel est que les personnes victimes soient reconnues et soient accompagnées le mieux possible et soient d'abord et avant toute chose écoutées dans l'expression de leur souffrance. Et Philippine, il y a encore d'autres sujets sur la table des évêques de France. Le programme est vraiment dense. Ils vont aussi parler de l'enseignement catholique et aussi faire un premier bilan des états généraux sur le patrimoine religieux en France, c'est ça? Oui, l'enseignement catholique, c'est assez régulier que le Oui. secrétaire général profite de cette session pour venir discuter avec les évêques. Mais il y a un sujet du moment. Dans son discours de clôture en mars dernier, Monseigneur de Moulin-Beaufort le rappelait en évoquant ce caractère propre de l'enseignement catholique que reconnaît la loi Debré. On sait qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui. On sait aussi que l'enseignement catholique a fait une belle rentrée. Et donc, voilà, il y aura ce temps d'échange. Les états généraux du patrimoine religieux, c'est aussi important. 100 000 bâtiments religieux à peu près en France. Il s'est d'abord agi de les recenser et puis aussi de réfléchir à comment est-ce que on peut regarder ce qu'il y a, on peut interroger les pratiques et les usages et valoriser ce qui doit l'être. Il y a eu par exemple des formations entre des maires et des curés, vous voyez, sur l'usage des bâtiments religieux et on aura aussi donc le rendu de ce travail d'une année et puis la suite de la réforme du fonctionnement de la conférence épiscopale et puis bien sûr son budget pour Hmm. 2025 dans un contexte économique qui est tendu comme pour tout le monde. Et une dernière question, Philippine, pour conclure cette interview, une question d'ordre un peu politique. Le second mandat de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort à la tête de la conférence des évêques de France arrive à son terme l'été prochain, après 6 ans de présidence. Est-ce que c'est déjà le temps de la campagne pour savoir qui prendra sa suite? Alors c'est délicat Maxence. Bon, en vrai, d'abord, il faut dire il n'y a pas de campagne. D'un autre côté, évidemment, les évêques ne pensent pas forcément tous les jours en se rasant comme dans d'autres contextes. Je vais m'avancer un peu, mais il y a une figure assez évidente qui se dégage de l'Assemblée épiscopale, c'est celle de l'archevêque de Marseille, bien sûr, le cardinal Jean-Marc Aveline. Mais est-ce qu'il voudrait prendre cette mission et cette charge, hein, parce que c'en est une. Vous pensez que le cardinal Aveline, il est archevêque de Marseille, qui est un gros diocèse avec des petits moyens. Il est aussi à la commission du synode. On sait qu'il travaille beaucoup sur la Méditerranée. Donc c'est un peu ça, en fait, la question. Si le cardinal Aveline refusait d'y aller, alors le jeu serait beaucoup plus ouvert, avec, bien sûr, un temps d'observation, certainement, cette semaine. Mais il ne faut pas oublier aussi que, d'abord, on ne se presse pas forcément pour devenir président de la conférence des évêques de France, parce que c'est une charge qui s'ajoute à bien d'autres. Et puis, il ne faut pas oublier que le cœur de cette semaine, il y a les travaux, bien sûr, mais c'est aussi pour les évêques un moment important, le besoin de se retrouver, de réfléchir ensemble, de prier ensemble chaque jour la liturgie des heures, de célébrer la messe. Et c'est aussi le sens assez central de ces assemblées plénières annuelles. Merci Philippine de Saint-Pierre pour ces éclairages. On va suivre toute cette semaine cette assemblée plénière sur les antennes de KTO. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'antenne KTO TV et KTO Radio. Bonne journée à vous et bonne semaine à Lourdes. À bientôt.